Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Jeffrey Sachs pour discuter de son dernier article, Une nouvelle politique étrangère pour l'Europe. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi d'être avec vous, Glenn. Merci. Permettez-moi de dire que c'est un excellent sujet, car toute la politique étrangère de l'Europe semble, disons-le, démodée. Elle n'est pas vraiment adaptée au nouveau monde, et elle s'est effectivement heurtée à un mur. Mais je suppose qu'un bon point de départ serait: comment diagnostiquiez-vous la principale faiblesse de la politique étrangère européenne? Je pense que les faiblesses sont à la fois conceptuelles et organisationnelles. La faiblesse conceptuelle réside dans le fait que toute la politique étrangère de l'Europe semble actuellement organisée autour de la russophobie, une peur de la Russie. Je soutiens qu'il s'agit d'une peur totalement disproportionnée de la Russie, d'une lecture très tendancieuse des événements, tant actuels que passés. L'idée que la Russie cherche à nous nuire et que la seule réponse possible est de se réfugier sous le parapluie sécuritaire des États-Unis. Nous devons être subordonnés aux États-Unis car c'est notre seul intérêt en matière de sécurité. Il existe également d'autres éléments dans la politique étrangère européenne, comme la sinophobie, un sentiment anti-chinois, qui est encore moins compréhensible. Remarque, si ce n'est qu'il s'agit d'un trait de la politique américaine, auquel l'Europe adhère de plus en plus. Voici donc l'idée conceptuelle. La sécurité de l'Europe est gravement menacée par un risque d'invasion russe et toutes les mesures d'urgence doivent être prises. Nous devons soutenir l'Ukraine pour qu'elle combatte en première ligne contre la Russie, de peur que la Russie ne se retrouve bientôt à Paris, Berlin ou même Londres. Deuxièmement, nous devons renforcer l'OTAN. Notre alliance avec les États-Unis prime sur tout le reste. Même si les États-Unis menacent directement l'Europe, et pas de façon accessoire, en cherchant à s'emparer du Groenland, ils menacent l'Europe sur le plan commercial. Ils imposent à l'Europe des accords économiques très inégaux et préjudiciables. Nous devons être subordonnés aux États-Unis. Nous devons nous militariser de façon spectaculaire et rapide, la fameuse militarisation à 5% du PIB. Désormais, les dirigeants britanniques, français et allemands affirment que nous devrons renoncer à une partie de nos systèmes de protection sociale parce que nous devons nous remilitariser. Donc, le débat canon contre beurre penche en faveur des canons. Tout cela relève de l'aspect conceptuel. Sur le plan organisationnel, l'Europe est un vrai désordre concernant la vieille question. Qui parle au nom de l'Europe? Kissinger a dit célèbrement que s'il devait passer un appel urgent sur la politique étrangère à l'Europe, à qui devrait-il s'adresser? Il y a la Commission, le Conseil européen, les chefs d'État, la cacophonie de voix à travers l'Europe, avec des débats internes. Il y a la haute représentante, la vice-présidente Kaja Kallas, qui est, il faut le dire, la russophobe par excellence. L'Estonie est le pays russophobe par excellence, et elle en est la porte-parole emblématique pour l'Europe. Parle-t-elle au nom de l'Europe? Eh bien, parfois, elle est présente à la réunion, parfois elle n'est même pas là, lors des réunions clés sur la politique étrangère. Il y a donc un problème institutionnel. Bien sûr, derrière ce problème institutionnel se cache une question très importante. Existe-t-il réellement une union en matière de politique étrangère? Quelle est la relation entre l'Union européenne, qui est principalement une institution économique, sociale, juridique et politique, et l'OTAN, qui est une alliance militaire dirigée par les États-Unis? La relation est complètement floue, je dirais. Et en fait, d'une certaine manière, même aujourd'hui, elles sont juridiquement imbriquées, ce qui constitue l'une des grandes confusions. L'Europe a dit, eh bien, nous ne sommes que l'Europe. Nous voulions que l'Ukraine devienne membre de l'UE.
Mais l'UKMR et l'OTAN sont liés de façon indissociable par de nombreuses dispositions spécifiques des deux organisations. Et bien sûr, l'élargissement de l'UMR vers l'Est s'est fait presque en parallèle avec l'expansion de l'OTAN. De plus, l'Europe a rejeté l'idée de neutralité, qui était une institution géopolitique de longue date, très respectée et couronnée de succès en Europe. L'idée que des États puissent être neutres et que cette neutralité soit respectée, même lors de guerres mondiales, et en réalité, bien plus facilement durant de simples périodes de tensions géopolitiques, a également été abandonnée par la Suède, par la Finlande, et même avec des débats sur la Suisse qui pourrait renoncer à sa neutralité séculaire. Dans l'ensemble, la politique étrangère européenne est, à mon avis, en plein désarroi en ce moment. Et peut-être surtout, l'Europe ne s'exprime pas sur la scène mondiale. Elle court à Washington, elle se cache derrière les États-Unis, elle appelle le président des États-Unis « Papa », c'est-à-dire le chef de l'OTAN. Quelque chose d'inexplicable et de pire qu'une bande dessinée, mais tout à fait réel, en fait. Pas irréel, quelque chose que nous avons réellement vu. Dans ce sens, on pourrait dire que l'Europe a besoin d'une nouvelle politique étrangère, car elle n'en a pas vraiment actuellement. Il règne une confusion massive, une compréhension extraordinairement faible de sa propre situation, et des dirigeants politiques extrêmement impopulaires, qui dès leur arrivée au pouvoir chutent dans les sondages s'ils suivent cette ligne russophobe. Voilà où nous en sommes, Glenn. C'est donc le point de départ de cet article. D'un point de vue conceptuel et institutionnel, l'Europe se trouve dans une situation géopolitique désespérément mauvaise, malgré les 450 millions d'habitants de l'Union européenne seule, dans l'une des régions les plus riches du monde. Mais il n'existe aucune politique étrangère qui reflète ce niveau de bien-être, de prospérité, de technologie ou de taille. Il est donc temps d'adopter une nouvelle politique étrangère. Oui, j'ai apprécié l'article. Il était raisonnable, avec un accent important sur la Russie, car dans un monde multipolaire, on supposerait qu'une diversification serait nécessaire pour ne pas se retrouver trop dépendant uniquement des États-Unis. Dans un monde multipolaire, étant donné que les États-Unis exigeront davantage et pourront offrir moins, puisqu'ils ont désormais d'autres priorités, c'est ce que semble faire le reste du monde, à l'exception de l'Europe. Mais encore une fois, la raison, à mon avis, est la même que celle pour laquelle ils appellent Trump « papa » ou acceptent ce statut de vassal ou ces accords commerciaux désastreux. Ils disent, eh bien, nous sommes en conflit avec la Russie, nous avons besoin de l'Amérique, nous devons tout sacrifier pour cela. Mais vous rencontrez réellement ou êtes en contact avec beaucoup de ces dirigeants. Des personnes comme Macron et Starmer reconnaissent-elles la préoccupation réelle de la Russie concernant l'expansion de l'OTAN? Que c'est cela qui motive ces actions? Ou croient-ils réellement que la Russie cherche à envahir toute l'Europe? Eh bien, c'est vraiment une bonne question. Le récit est tellement tendancieux, tellement caricatural, tellement unilatéral, que chaque événement est interprété comme « la Russie est mauvaise, nous sommes bons ». La Russie est expansionniste, territoriale. La Russie n'a pas d'autre préoccupation de sécurité que de nous envahir. Et c'est littéralement ce que l'on entend de la part de ces dirigeants. Une partie de mon article consiste à discuter de l'histoire, la véritable histoire, pas l'histoire tendancieuse, en remontant même à avant Jésus-Christ, à la Seconde Guerre mondiale. Presque chaque phase de l'histoire moderne est interprétée de manière totalement unilatérale et historiquement fausse. Par exemple, et je peux prendre des moments évidemment controversés, le traité entre l'Allemagne hitlérienne et l'Union soviétique de Staline en 1939, qui a divisé la Pologne, l'accord Molotov-Ribbentrop, est pris au pied de la lettre
comme une preuve que, voyez-vous, l'Union soviétique était perfide et qu'ils ont divisé la Pologne, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est en réalité complètement différente et bien plus intéressante. Staline a essayé pendant de nombreuses années de tendre la main à la Grande-Bretagne et à la France pour former une alliance contre l'expansion nazie, et il a été constamment repoussé par les puissances occidentales. Ce n'est donc pas que l'Occident était si désireux de combattre Hitler. En réalité, en Grande-Bretagne, il y avait un grand débat. Contre qui devrions-nous nous battre? Devons-nous combattre les Russes? Devons-nous combattre Hitler? Peut-être qu'Hitler est préférable parce qu'il envahira l'Union soviétique, et ainsi de suite. Ainsi, lorsque Staline tentait de trouver un compromis avec les puissances occidentales pour réellement former une alliance contre l'expansionnisme d'Hitler, il a été complètement repoussé. Et alors, cet acte de l'accord Molotov-Ribbentrop prend un autre sens. Il s'agit d'une tentative désespérée de l'Union soviétique pour gagner du temps face à l'invasion imminente d'Hitler. Voilà comment les historiens comprennent cela, mais ce n'est pas ainsi que le discours politique l'interprète. C'est un événement ancien, mais il fait partie du récit selon lequel la Russie viendra nous attaquer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est similaire. Bien sûr, l'Union soviétique, et principalement la Russie, mais l'Union soviétique a subi 27 millions de morts en combattant et en vainquant Hitler. Ces armées ont traversé l'Europe de l'Est pour atteindre Berlin jusqu'à la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. La façon dont l'Occident raconte l'histoire, c'est que l'Union soviétique a occupé l'Europe de l'Est de manière cruelle, ce qui est vrai d'ailleurs. Je le sais. Je suis marié à une femme formidable d'Europe de l'Est, qui a grandi dans une Europe de l'Est dominée par les Soviétiques. Ce n'était pas un endroit agréable pour grandir. Mais ce que cette histoire, ce récit, néglige complètement, c'est que l'Union soviétique, sous Staline, sous Khrouchtchev, cherchait à trouver un arrangement de sécurité qui n'entraînerait pas ce qu'il redoutait, une troisième guerre mondiale ou une Allemagne remilitarisée. Et en 1945, à Potsdam, un accord a été conclu pour démilitariser l'Allemagne. Ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont renié cet accord et créé la République fédérale d'Allemagne, au lieu d'une Allemagne réunifiée, neutre et démilitarisée, ce que l'Union soviétique réclamait. Cela peut sembler être de l'histoire ancienne, mais l'interprétation de ce qu'a réellement été la guerre froide est très importante. Le fait est que l'Union soviétique avait de véritables préoccupations en matière de sécurité. Mon Dieu, ils ont perdu 27 millions de personnes lors d'une invasion venue d'Europe. Une invasion qui a eu lieu après que l'Europe de l'Ouest ait manifesté du mépris pour l'idée de s'allier à l'Union soviétique afin de se protéger contre une telle invasion. Ils voulaient une Allemagne démilitarisée. Beaucoup de penseurs et de dirigeants américains partageaient cette opinion. George Kennan, le grand homme d'État américain après la Seconde Guerre mondiale, considéré comme le doyen de l'école des relations américano-soviétiques, a plaidé tout au long des années 1950 pour la neutralisation de l'Allemagne. Une Allemagne neutre et démilitarisée mettrait fin à la guerre froide. Mais nous avons choisi la voie militariste. Pour ma part, j'ai rejoint cette histoire en 1989-90 à titre personnel, car j'étais impliqué auprès de la direction soviétique, puis auprès des dirigeants russes et ukrainiens. Et j'ai absolument vu de mes propres yeux à quel point Gorbatchev et Eltsine étaient déterminés à faire la paix, à démilitariser, à mettre fin à la guerre froide. Et nous savons, malgré tous les mensonges et les dénégations des États-Unis et des dirigeants européens, qu'il y a eu des engagements fermes, selon lesquels l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est lorsque l'Union soviétique
a dissous le pacte de Varsovie. En d'autres termes, chaque élément de l'histoire est interprété de manière fausse et tendancieuse pour nier tout intérêt sécuritaire de la Russie. Tout est fait pour prouver que la Russie est le méchant, la puissance expansionniste, la seule à agir mal, le mal absolu, et ainsi de suite. Et c'est un récit mensonger. Maintenant, vous me demandez si les dirigeants européens y croient. Bien sûr, on ne sait pas. Je ne connais pas Scholz, et je ne connais pas Starmer. Je connais Macron. Il m'a dit en privé, oui, c'est l'expansion de l'OTAN, c'est ce qui a provoqué la guerre. Mais publiquement, il dit le contraire. Donc je ne le trouve pas digne de confiance, ni honnête, d'après mes propres interactions. Je suis désolé de le dire. C'est une chose dure. C'est peut-être une évidence pour certains, que bien sûr les politiciens mentent. Mais quand on vous a dit en face à face, oui, c'est l'élargissement de l'OTAN, vous avez absolument raison, c'est ce qui a provoqué cela. Et que la politique étrangère est complètement opposée, c'est assez déconcertant, car c'est la raison pour laquelle cette guerre continue. Je connais d'autres dirigeants en Europe qui disent aussi une chose en public et une autre en privé. Je préfère ne pas le nom, mais c'est aussi cela. Also have that experience. And then there are leaders in Europe who Et puis, il y a des dirigeants en Europe qui disent les choses franchement et qui ont raison. Viktor Orban en est un exemple. Et il est honni à Bruxelles, à Londres, à Paris et à Berlin. Mais Viktor Orban a toujours dit la vérité sur la Russie, l'Ukraine et l'Occident. Il a observé toute la situation, il connaissait les provocations, il connaissait les dangers de l'expansion de l'OTAN. Il a dit la vérité, mais il est complètement rejeté, isolé et accusé de tout ce qu'on peut imaginer par ses homologues européens. Alors, quelle est leur compréhension profonde? Je ne sais pas s'ils en ont une, mais j'ai vu la tendance moi-même. Plus important encore, je constate l'inexactitude totale de ce qui est dit, avec des conséquences majeures. Ce n'est pas seulement un quiz d'histoire. C'est une question de savoir s'il y aura la paix ou la guerre en Europe. L'un des concepts clés que nous avons en relations internationales est précisément celui-ci, le dilemme de sécurité. Nous reconnaissons que les différentes parties ont souvent des préoccupations défensives, et elles finissent par entrer en conflit parce qu'elles interprètent tout ce que fait l'adversaire comme étant potentiellement offensif. Or, dans votre article, vous évoquez également la guerre d'hiver de la Finlande. J'ai trouvé cela intéressant. Car lorsque le président finlandais, Sauli Niinistö, a rencontré Trump, il a plus ou moins déclaré qu'on ne pouvait pas apaiser la Russie. Il fallait la confronter. Et cela reflétait en quelque sorte l'expérience finlandaise. Mais, comme vous l'avez suggéré avec la guerre d'hiver, c'était intéressant. L'Union soviétique s'en est prise à la Finlande parce qu'elle craignait qu'elle ne soit utilisée par les Allemands pour envahir la Russie. Encore une fois, cela ne le rend pas légal, et il ne faut pas non plus soutenir ce que les Soviétiques ont fait. Mais il s'agissait d'une action défensive, du moins de leur point de vue. Et en effet, les Finlandais ont rejoint Hitler pour envahir l'Union soviétique. Voilà donc ma grande inquiétude. Toutes les mauvaises leçons historiques semblent avoir été retenues, alors que la véritable solution était la neutralité. Et une fois qu'ils ont choisi la neutralité, ils ont connu une paix incroyable avec les Soviétiques, puis ensuite avec la Fédération de Russie. Mais nous voyons maintenant cette mauvaise leçon appliquée à d'autres. Maintenant, on parle de la Chine. Nous ne devrions pas commettre la même erreur avec la Chine. Supposez qu'ils sont pacifiques. Nous devons en quelque sorte passer outre cette étape et les traiter comme nous traitons la Russie. Cela revient simplement à s'entêter dans de mauvais récits et des politiques très dangereuses. C'est tout à fait exact. Et l'histoire finlandaise est importante et fascinante. Là encore, Staline a tenté diplomatiquement de trouver un arrangement avec la Finlande
afin que l'Union soviétique puisse se protéger contre une invasion imminente de Hitler, qui a effectivement eu lieu, et qui est également passée par la Finlande et par les États baltes. Ce n'était donc pas insensé, c'était imminent. Et les Finlandais ont refusé. Ils n'ont permis aucun type d'accord de sécurité pour l'Union soviétique. C'est la même histoire que le refus opposé à Staline par la Grande-Bretagne et la France. Bien sûr, c'est une période douloureuse de l'histoire finlandaise, mais il y a une raison à cela. Il y a une explication à cela. Et puis, lorsque la guerre se termine, la Finlande devient neutre. On parle parfois de finlandisation, ce qui signifie qu'elle était subordonnée à l'Union soviétique. Mais c'est en réalité pas le cas. Elle était simplement neutre, afin de ne pas représenter une menace militaire, ni comme point d'entrée pour l'OTAN, ni comme point d'entrée pour une Allemagne remilitarisée susceptible de menacer à nouveau l'Union soviétique ou la Russie. Et Stubb est soit un imbécile, soit profondément malhonnête. Je ne le connais pas, et je ne sais pas lequel des deux il est. Mais s'il disait ne serait-ce qu'un soupçon de vérité, il dirait exactement le contraire de ce qu'il affirme chaque jour. Il expliquerait que depuis la Seconde Guerre mondiale, et quoi qu'on dise des événements de 1939 à 1945 que nous venons d'évoquer, la Finlande a connu la meilleure période imaginable en tant que pays neutre. Non seulement elle a été laissée tranquille, pour le dire ainsi, mais en plus, la Finlande est devenue l'un des pays les plus prospères et les plus riches du monde. Je coédite chaque année un rapport appelé le World Happiness Report, dans lequel nous publions des données d'enquête sur la satisfaction de vie. La Finlande est passée numéro 1 mondial en matière de bonheur, le bonheur auto-déclaré dans l'enquête annuelle de Gallup. Et ce que Stubb devrait dire, s'il avait un tant soit peu de perspicacité ou d'honnêteté, c'est que la neutralité a été la meilleure affaire imaginable pour la Finlande. Je n'arrive donc pas à comprendre de quoi il s'agit en fait. Encore une fois, je ne sais pas s'il est idiot, menteur ou simplement un vassal de l'État militaro-industriel américain ou une combinaison de tout cela. Mais son récit, disons son histoire simplifiée, est absolument à l'opposé de ce qu'il affirme aujourd'hui. Il devrait prendre son ami Vladimir Zelensky à part, passer son bras autour de ses épaules et lui dire « Tu sais, la neutralité pourrait être une excellente chose. L'Ukraine pourrait devenir le pays le plus heureux du monde. Crois-moi, ça a marché pour nous. » Au lieu de cela, il dit exactement le contraire de la véritable histoire finlandaise. Cela m'amène à ma dernière question, qui est, je suppose, la thèse de votre article. Quelle devrait être la nouvelle politique étrangère de l'Europe? L'Europe devrait pratiquer la diplomatie. La diplomatie ne consiste pas à courir à Washington et à plier le genou. La diplomatie signifie réellement défendre les intérêts de l'Europe face à la Russie, face à la Chine, face à l'Inde, face aux BRICS, face à l'ASEAN, face à l'Union africaine. Non pas sous la tutelle des États-Unis, mais par une véritable diplomatie européenne. Ce que je trouve le plus regrettable dans la situation actuelle, c'est que l'Europe, d'un point de vue institutionnel, a été incapable et n'a pas voulu engager de discussion directe sur ces questions avec le gouvernement russe. Du ministre des Affaires étrangères à M. Lavrov, du haut représentant à M. Lavrov, des chefs d'État au président Poutine. From heads of state to President Putin, it can be organized. It should be organized. Cela peut être organisé. Cela devrait être organisé. Cette guerre est une affaire européenne. Bien qu'elle ait été provoquée par l'expansion de l'OTAN par les États-Unis, qui était avant tout un projet américain. Mais c'est l'Europe qui est en jeu. Et pourtant, l'Europe pense que la diplomatie consiste à courir à Washington. Ce n'est pas de la diplomatie.
La diplomatie, c'est rencontrer les homologues russes. La diplomatie, c'est rencontrer les homologues chinois, avec un certain respect, de la décence et de la préparation. Et il est un peu usé que l'Europe aille faire la leçon à la Chine sur le Xinjiang, alors qu'elle est totalement complice d'un véritable génocide à Gaza chaque jour. Ces valeurs occidentales, ces droits de l'homme, se sont révélés n'être que des instruments de guerre narrative, rien de réel. Si l'Europe se ressaisissait, elle cesserait d'être complice du génocide israélien et engagerait une diplomatie directe avec la Russie et la Chine. Et cette diplomatie serait fondée avant tout sur la compréhension mutuelle et le respect mutuel des intérêts de sécurité. C'est le cœur même de la diplomatie. Je suis tout à fait d'accord avec John Mearsheimer, notre ami, sur ce point. Au fond, la sécurité prime, mais la voie vers la sécurité passe par la diplomatie, comprendre les intérêts de sécurité de l'autre camp, et non les dénigrer, les minimiser, les ignorer ou les déformer. Au fait, le dilemme de sécurité que vous avez mentionné était un concept de mon regretté collègue à Columbia, Robert Jarvis, qui a brillamment écrit que si vous voulez la paix, il faut comprendre les arguments de l'autre camp. Si vous voulez comprendre les arguments de l'autre camp, il faut dialoguer avec lui. C'est la première leçon pour l'Europe. Arrêtez de courir à Washington et d'avoir votre 10 millième réunion avec Zelensky. Et tenez votre première réunion avec le ministre Lavrov, avec le président Poutine, de manière sérieuse pour discuter des intérêts de sécurité mutuelle, la sécurité collective ou l'indivisibilité de la sécurité en Europe, car cela pourrait donner des résultats remarquables. Nous étions récemment tous les deux au Vatican, et je me souviens d'une citation là-bas, j'ai oublié de quel dirigeant chrétien elle venait, qui disait que la paix ne s'obtient pas en parlant avec ses amis, mais en parlant avec ses adversaires. Je pense que nous avons clairement oublié cela en Europe, et comme une grande partie de la diplomatie moderne est née sur ce continent, c'est un peu dommage que nous l'ayons oublié. Quoi qu'il en soit, comme toujours, merci beaucoup. Et oui, je ne saurais trop recommander cet article, et je mettrai un lien dans la description. Donc encore merci. Nous serons bientôt ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.